Dans la périphérie d'Omaha, une fête bat son plein. À cette fête, il y a un avocat. À l'extérieur, il sourit, mais à l'intérieur, il se brise. Il vient de divorcer, il a perdu son fils à cause d'un cancer et maintenant son père. Il ne voulait pas aller à la fête au début et il n'y aurait jamais eu cette rencontre épique qui va avoir lieu et nous ne pourrions jamais raconter cette histoire. Ensemble, ils construiront de zéro le plus grand empire d'investissement mondial. Certains les ont appelés les pères de l'investissement axé sur la valeur. D'autres pensent qu'ils ne sont que des loups déguisés en agneaux. Jusqu'ici, Warren Buffett jouit d'une réputation irréprochable. Absolument, c'est un élément central de la marque Buffett. C'est la raison pour laquelle les entreprises sont si désireuses d'être rachetées par lui. Mais ils sont tous d'accord sur une chose, ce sont les titans de l'investissement. 10 ans plus tard, les deux procéderont à une prise de contrôle hostile, donnant naissance à un géant de l'entreprise qui vaut plus qu'un État entier. Les gouvernements tenteront de les arrêter, mais échoueront. Warren, si les gens n'étaient pas si souvent dans l'erreur, nous ne serions pas aussi riches. Les concurrents déposeront des plaintes antitrust contre eux et échoueront. Berkshire Hathaway. Les actions de classe A ont dépassé 500 000 $ hier pour la première fois, en hausse de 10% cette année. Les politiciens vont encourager des émeutes contre eux et échoueront. Je suis optimiste dans la vie. Je peux être optimiste même quand je suis presque mort. Le reste d'entre vous peut sûrement supporter un peu d'inflation. Mais pour l'instant, il n'y a que ça, une poignée de main ferme. Charlie Munger, à peine âgé de 4 ans, est plongé dans un monde en ruine. Les gens comme vous n'ont aucune idée de ce que c'était vraiment. Personne n'avait d'argent. Même les riches n'avaient pas d'argent. Heureusement, son père, avocat, est un père financièrement avisé. Il a fait quelques investissements. Il a fait mieux que le spéculateur moyen de Wall Street. Ainsi, ces investissements permettent à la famille de rester à flot. De la même manière, vous pouvez aider cette chaîne à rester à flot en vous abonnant et en laissant un commentaire ci-dessous. Mais qui écrit ces scripts ? C'était une transition vraiment fluide. Alors que beaucoup de familles peinent à se nourrir, en voyant des enfants travailler dès 7 ans, Charlie connaît un atterrissage en douceur. Sa mère le garde à la maison et commence à lui faire l'école à la maison. Elle se rend vite compte qu'il a une capacité particulière. Quand j'étais jeune, je pouvais avoir un A dans n'importe quel cours de mathématiques sans faire le moindre effort. Charlie Munger devient ainsi ce que la plupart qualifieraient d'intello. À tel point que les professeurs commencent à lui en vouloir, et cela ne fait que le pousser encore plus profondément dans ses livres. Il ne se doute pas que son amour pour les chiffres sera sa principale catapulte vers le monde des milliardaires. Et grâce à sa passion pour les mathématiques et la physique, il apprendra une compétence très importante en investissement. Inverser, toujours inverser. À 12 ans, il postule pour un emploi dans une épicerie voisine appartenant à Ernest Buffett, le grand-père de Warren Buffett. Le grand-père de Warren Buffett ne s'intéresse pas du tout à Munger, le considérant comme un simple employé parmi d'autres. Depuis quand écrit-on des scripts aussi vulgaires ? Bon, on va essayer. De toute façon, seul son résultat net l'intéresse. Il traite ses employés comme il traiterait Cézanne, faisant travailler Charlie dans son magasin tous les samedis pendant 10 heures par jour. Il obtient en quelque sorte l'équivalent moderne d'un singe de la finance, sauf qu'il est payé 2 $ par jour. Bien que ce travail soit l'un des boulots les plus ennuyeux qu'il ait jamais fait, il acquiert une compétence très utile qu'il mettra à profit lorsqu'il rejoindra l'armée plus tard. Mais avant cela, il est sur le point de commettre 2 graves erreurs et d'en tirer de dures leçons. Charlie rejoint le lycée central, termine major de sa promotion et commence sa stratégie d'inversion. Il rejoint l'Université du Michigan pour un baccalauréat en mathématiques. Pendant qu'il suit ce cursus, son attention est attirée par quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas une femme, car il y a peu de femmes en licence de mathématiques. Au lieu de cela, il remarque que les problèmes de physique sont résolus à l'envers. On commence par le résultat final et on remonte jusqu'à la cause. Il appelle cette stratégie « inverser, toujours inverser ».
Le Japon a attaqué Pearl Harbor et les États-Unis ont été pris au dépourvu. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Peu importe le temps que cela nous prendra, nous surmonterons l'invasion préméditée. Le peuple américain, dans sa juste puissance, triomphera jusqu'à la victoire absolue. Tous les étudiants de l'université sont inscrits. Une fois enrôlé, chaque recrue passe un test de quotient intellectuel pour déterminer les tâches qui lui seront attribuées. Les résultats du test de Charlie Munger sont exceptionnels. En termes simples, c'est un génie et généralement, les génies ne sont pas envoyés sur le champ de bataille. Il est promu au grade de sous-lieutenant et envoyé en Alaska. Après un court cursus de météorologie à l'Institut de technologie de Californie, il travaille au département de météorologie militaire sur une base en Alaska. Sa tâche est simple, prévoir les conditions météorologiques afin que les pilotes de l'armée de l'air sachent tout manœuvrer, et il revient à une stratégie d'inversion simple. J'ai demandé comment tuer ces pilotes. Ce n'est pas la question que la plupart des gens poseraient, mais je voulais savoir quelle serait la façon la plus simple de les tuer pour pouvoir l'éviter. Alors j'ai réfléchi à l'envers de cette façon, et j'ai finalement compris. J'ai dit qu'il n'y a que deux façons dont je pourrais... J'étais dans le Ferry Command. Il n'y a que deux façons dont je pourrais tuer un pilote. Donc, soit je vais le mettre dans un givrage que son avion ne peut pas supporter et ça le tuera, soit je vais l'emmener quelque part où nous allons manquer de carburant avant qu'il puisse atterrir parce que tous les aéroports sont bouchés. Et j'étais tout simplement fanatique à l'idée d'éviter ces deux dangers. L'inconvénient ? Il est confiné dans une seule pièce avec une seule ampoule allumée et des centaines de cartes météorologiques sur son bureau chaque jour. Ses capacités intellectuelles sont peu exploitées. Alors, pour stimuler son esprit pendant les pauses, il joue au poker avec ses camarades soldats. Jouer au poker ressemble beaucoup au capital risque. C'est pourquoi beaucoup de capital risqueurs que je connais personnellement adorent ça. Les chances sont presque toujours contre vous, donc il vaut mieux avoir un esprit probabiliste et être prêt à saisir les opportunités. Et quand elles se présentent, il faut miser gros. Il se marie après une courte période de connaissance avec sa compagne en appliquant ce que nous appelons la gestion des attentes. Charlie insiste sur la baisse des attentes. Absolument, c'est comme ça que je me suis marié. De ce mariage idéalisé naissent 3 beaux enfants, 2 filles et un garçon. Mais la tragédie arrive. Pas une fois, mais 2. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne ressente la douleur d'être l'homme de la famille. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, Charlie rentre chez lui, mais il n'a pas de diplôme auquel retourner. Alors il commence à étudier. Pourquoi avoir choisi la faculté de droit de Harvard et le droit ? Mon grand-père et mon père étaient avocats. Et je savais que je ne voulais pas faire tout le reste. À Harvard, il délaisse sa passion des chiffres et lit sans relâche les livres de droit de la première à la dernière page. En 1948, il décroche son doctorat en droit magna cum laude, immédiatement après l'obtention de son diplôme. Il réussit le barreau de Californie et débute comme avocat. La première chose à faire, rejoindre un cabinet d'avocats. Deuxième chose à faire, quitter le cabinet d'avocats. Et j'ai découvert que les gens pouvaient voir quand je pensais qu'ils étaient idiots, et ce n'est pas la meilleure façon de gravir les échelons dans une grande organisation. Il remarque que tous dans la profession juridique essaient de suivre les Jonas, alors qu'il ne l'a jamais fait et ne compte pas commencer. Ça s'est bien passé, donc j'ai dû quitter la profession. C'était une profession stupide pour moi. Alors il crée son propre cabinet d'avocats avant de prendre l'une des pires décisions de sa vie, une décision qui va ancrer toutes ses futures décisions d'investissement, une décision qui est peut-être la seule raison pour laquelle lui et Warren deviennent aussi prospères qu'ils le sont. La beauté d'être avocat, c'est qu'il rencontre différentes personnes à succès venant de différents domaines. Ed Hoskins est l'une de ces personnes. Ed Hoskins dirige une entreprise fabriquant des transformateurs spécialisés pour l'équipement militaire. Grâce à la guerre de Corée en cours, la demande pour ces produits est énorme. Dans le véritable esprit d'un mégalomane, Munger élabore un plan. Ed a 90 ans, donc naturellement, il y a des luttes dans son entreprise concernant la succession. L'action de l'entreprise ne se porte pas bien.
Munger saisit rapidement cette opportunité. Il rachète l'entreprise et en prend le contrôle total. À peine a-t-il acheté l'entreprise que la guerre de Corée prend fin. La demande chute et il se retrouve avec une coquille d'entreprise dont personne n'a besoin. Et alors que son premier investissement s'effondre devant lui, chez lui, sa femme demande le divorce. Elle obtient finalement la garde exclusive des 3 enfants et la plupart de ses biens, il ne lui reste plus rien. Et juste au moment où l'on pense qu'il a déjà tout enduré, son plus jeune fils est diagnostiqué d'une leucémie, ce terrible cancer du sang. Et à mesure que la vie de son fils s'éteint, ses économies disparaissent aussi dans les frais médicaux. Un Munger abattu s'enfonce dans l'abîme du désespoir, sans famille à retrouver et sans argent pour apaiser sa peine. Mais quand on a touché le fond, il n'y a qu'une seule direction à prendre. Et si vous pensiez qu'il était fini, il ne fait que commencer. Il ne faut jamais s'apitoyer sur soi-même. Si votre enfant meurt d'un cancer, ne vous apitoyez pas. N'ayez jamais de pitié pour vous-même. En 1959, Charlie Munger s'est remarié avec une seconde épouse nommée aussi Nancy, comme sa première femme. Ensemble, ils ont 4 autres enfants, en plus des 2 beaux-enfants que Nancy avait déjà. On pourrait donc dire qu'il ressemble à Elon Musk qui tente seul de résoudre le problème de la population, du déclin. J'ai eu beaucoup d'enfants très vite. En 1959, son père meurt et il est obligé de retourner à Omaha pour organiser les funérailles de son père. Et à Douglas, il retrouve un vieil ami qui veut qu'il vienne à sa fête. Charlie, sans se douter de l'impact que cette fête aura sur le reste de sa vie. Warren est juste un jeune homme, plus jeune que Munger de 6 ans, mais sa carrière commence tout juste à décoller et on dit déjà qu'il est un investisseur à succès. Ils font connaissance jusqu'à ce que Warren dise « Si tu fais du droit en loisir, ça va. Cependant, tu peux faire bien mieux. » Après cette rencontre éclairante avec Warren, il rentre chez lui en homme renouvelé. Première étape, acheter une maison. Deuxième chose à faire, la diviser en 2 et vendre l'autre moitié. Il fait un carton tellement qu'il commence à se voir comme un gourou de l'investissement immobilier. Quand il s'occupe des papiers juridiques d'un client qui veut vendre une propriété, il donne ses conseils sans qu'on les lui demande. La propriété se trouve à Los Angeles, une ville en pleine croissance à l'époque, très différente d'aujourd'hui. Il dit à son client que s'ils peuvent se construire un immeuble, le garder puis le vendre plus tard, ils feront un énorme profit. Son client pense que c'est une bonne idée, mais il n'acceptera que si Munger investit aussi dans le projet. Munger répond « Pourquoi pas ?» 5 ans plus tard, leur investissement de $100 000 devient $500 000. Comme beaucoup de jeunes, moi y compris, l'apprennent bien trop tard dans la vie. Si quelque chose fonctionne, il faut doubler la mise. Il répète la même stratégie 4 fois, et en 1967, il a déjà atteint le statut de millionnaire. J'ai créé 5 projets immobiliers. J'ai fait les 2 en parallèle pendant quelques années. En quelques années, j'avais 3 ou 4 millions de dollars. Mais souvenez-vous, Charlie est un touche-à-tout. Et donc pendant qu'il mène ses projets immobiliers d'un côté et qu'il dirige un cabinet d'avocats de l'autre, il s'est associé à un autre ancien collègue pour fonder une société d'investissement, Wheeler Munger Company. En fait, la société d'investissement de Munger surpasse le S et P500 pendant les 10 années où elle est en activité, avec un rendement annuel moyen de 19% contre 5% pour le S et P500, même si elle enregistre de mauvais résultats les 2 dernières années avant sa fermeture, en partie à cause de l'appétit de Charlie Munger pour le risque. Il compense avec un rendement de 71% la dernière année. Pendant ce temps, Warren Buffett ne vit pas une période facile. Alors que Munger est occupé à battre les rendements du marché du S et P500, Warren Buffett est de l'autre côté, à lutter avec des entreprises en difficulté. Vous voyez, Warren utilise une stratégie d'investissement qu'il a apprise de son ancien professeur à la Columbia Business School. Warren avait appris de Ben Graham à acheter à bas prix, peu importe la qualité de l'entreprise. Impossible d'imaginer une entreprise plus médiocre que New England Textile Mills.
La stratégie que Warren Buffett utilise est très simple. Trouver des entreprises tant animaux qui se négocient à une valeur inférieure à leur valeur comptable. Il appelle cela la stratégie du mégot de cigare. Les dizaines de bouffées gratuites qu'il obtient dans les années 50 font de cette décennie de loin la meilleure pour lui. Mais avec l'investissement, le jeu ne va pas toujours dans votre sens. Homme au tempérament fort, il risque de commettre une grave erreur. En 2010, il affirme que c'était la plus grande erreur d'investissement qu'il ait jamais commise. Et que cela lui a fait perdre des rendements composés d'environ 200 milliards de dollars au cours des 45 années suivantes. L'achat initial de Berkshire était une terrible erreur, et c'était mon erreur. Personne ne m'y a poussé. En 1962, Warren Buffett commence à acheter des actions de Berkshire Hathaway après avoir remarqué qu'elles sont statistiquement sous-évaluées et qu'il pourra les revendre plus tard par le biais d'une offre publique d'achat. Et Berkshire se vendait en dessous de son fonds de roulement avec un historique de rachat périodique d'actions lors d'offres publiques d'achat. Warren achète des actions Berkshire à 7,50 $, espérant les revendre quelques années plus tard à 11 ou 12 $. Et sans surprise, en 1964, le président directeur général de la société demande à Buffett à quel prix il serait prêt à revendre ses actions. Buffett répond 11,50 $ et attend que le président directeur général fasse son offre publique d'achat. Lorsqu'il reçoit l'offre écrite, il est irrité. Elle était plus faible d'un huitième à ce qu'il m'avait dit et à ce que j'avais accepté. Buffett n'émet pas d'offre publique, mais achète massivement des actions de l'entreprise. Sa nouvelle mission ? Virer le président directeur général pour avoir eu l'audace de le court-circuiter d'un huitième de dollar par action. Il réussit, élimine la direction et réalise qu'il a acheté un gros problème. Le secteur est en déclin et il y a peu d'espoir qu'il puisse redresser cette entreprise. L'entreprise allait mourir. Donc, la seule façon d'avancer à partir de là était de tirer suffisamment d'argent de cette entreprise textile en déclin. Il commence à fermer les usines textiles sans vraiment se soucier des adieux de ses employés, essayant de tirer de la rentabilité de l'entreprise. Et dans les années qui suivent, il se rend compte qu'il est peut-être temps de remplacer la stratégie du mégot de cigare. Le mégot de cigare de Berkshire Hathaway. Charlie peut peut-être aider. Jusqu'en 1967, Charlie dirigeait une société d'investissement prospère. L'une des entreprises sur laquelle il a les yeux est Blue Chip, une société d'émission de timbres. Munger surveille de près l'entreprise et il s'apprête à passer à l'action lorsque Warren l'approche. Il veut lui vendre Berkshire Hathaway, mais Charlie voit bien que ce n'est pas une bonne affaire. Au lieu de liquider Berkshire, il propose à Warren d'acheter des timbres Blue Chip en utilisant l'excédent d'argent de Berkshire Hathaway provenant de la vente des filatures. Pourquoi ? Parce que les timbres émis par Blue Chip sont comme une prime d'assurance. Est-ce que c'est le commerce du personnel, comme ceux d'entre vous qui ont suivi le SAVE? Cela ne fonctionne que grâce à... Les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser les timbres immédiatement. La plupart des utilisateurs les accumulent sur une longue période avant de les utiliser pour de gros achats. Durant cette détention, cet argent inutilisé demeure sur des comptes de premier ordre. Cet argent inactif est appelé float. Et c'est ici que les deux oracles d'Omaha élaborent un plan. Et s'ils pouvaient utiliser ce float pour racheter d'autres entreprises et élargir leur portefeuille, ils vont faire cela en appliquant une stratégie d'investissement simple mais efficace, peut-être la meilleure de tous les temps. C'est le principal secret de Berkshire. La raison pour laquelle cela a été un succès, c'est que nous essayons d'acheter des choses qui ne vont pas nécessiter beaucoup de talent managérial au siège. Tout le monde pense qu'ils ont beaucoup de talent managérial au siège. Et ça, c'est beaucoup d'arrogance. Avec cette stratégie, ils font exactement l'opposé de ce que font les sociétés de capital investissement. Le capital investissement agit souvent lors du départ du fondateur et mise sur nos compétences pour gérer l'entreprise. Gagner de l'argent ainsi est difficile. Et je n'aime pas ça. En général, nous recrutons avec les talents existants. Avant de rencontrer Charlie Munger, Warren appliquait la stratégie d'investissement du mégot de cigare. Jusqu'ici, cela a permis à Warren de surpasser le marché avec un rendement annuel moyen de 23%. Mais cela a aussi parfois été ridicule. Il a acheté une entreprise d'éoliennes dans une petite ville du Nebraska. Et Warren ne savait rien de la gestion d'une entreprise d'éoliennes.
Forts de leur expérience, Warren et Munger s'associent pour acquérir Blue Chip, la société de timbres, et bénéficier de ce float. Par chance, le Monte Ohio, le ministère de la Justice a intenté un procès contre Blue Chip, et après avoir gagné, la valeur de l'action a chuté. Le duo, à travers Berkshire Hathaway, commence alors à acheter des actions Blue Chip, lentement mais sûrement, au point que Warren en devient le principal actionnaire. Nous avons toujours eu un intérêt pour les entreprises à float, d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, Blue Chip Stamps était une telle entreprise et nous aimons ce genre d'entreprise. Mais dans la plupart des entreprises à float, les coûts sont assez explicites. Il se nomme alors président de Blue Chip Stamps, ce qui lui donne toute autorité pour diriger l'entreprise et utiliser ses flux de trésorerie. Mission, une accomplie. Mission 2, érincée et répétée. Buffett et Munger commencent à chercher leur prochaine proie. Alors qu'ils analysent les chiffres et cherchent leur prochain achat, ils sont attirés par une entreprise appelée See's Candies. C'est le magasin le plus populaire de la côte ouest. Elle génère des revenus d'environ 4 millions de dollars avant impôt, tout en utilisant que 8 millions de dollars d'actifs tangibles nets. De plus, l'entreprise possède un atout majeur qui n'apparaît pas au bilan. C'est ce que vous voulez voir, que vous créez un conglomérat, un fonds ou un micro-PE, peu importe. Un avantage concurrentiel large et durable qui lui confère un grand pouvoir de fixation des prix. Au début, Buffett n'est pas convaincu, mais Charlie en a vu la valeur de loin. Après négociation, les propriétaires vendent la société pour 25 millions de dollars. Avec le flux de trésorerie de Blue Chip Stamp, ils achètent la société pour Blue Chip. Ceci est l'un des investissements majeurs de Berkshire Hathaway. À ce jour, See's a généré 1,9 milliard de dollars avant impôt, alors que sa croissance n'a nécessité qu'un investissement supplémentaire de seulement 40 millions. Pendant que Charlie est occupé à faire la fête, une autre entreprise essaie sans le savoir de copier son succès. Madame Stovers a vu l'ascension de See's Candies et veut se joindre à la fête, mais il ne l'accepte pas. Chuck Huggins, président directeur général de See's Candies, les a repérés et va révéler son arme secrète. Pourquoi ? Parce que Madame Stover copie tout à la lettre. Ils ne font pas que tremper leurs orteils dans le monde du chocolat. Ils copient les designs de magasins de C, les couleurs et les bonbons. C'est une guerre des bonbons et Charlie Munger est là pour ça. Chargé de neutraliser Russell Stover, Charlie rassemble une armée d'avocats prêts à attaquer. Mais juste avant qu'ils n'attaquent, Madame Stover recule et accepte de changer leur stratégie marketing. Charlie devient le chef des forces de défense de Berkshire Hathaway et il l'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque la Securities and Exchange Commission attaquera, Charlie sera là pour sauver la situation une fois de plus. Pendant leur série de chasse, Buffett et Munger tombent sur une autre entreprise tout aussi attrayante. Tout semble parfait au début. C'est une holding d'épargne et de prêts. Elle fonctionne essentiellement comme une banque, ce qui signifie qu'elle détient d'énormes montants de liquidités. C'est comme un loup de Wall Street voyant un festin abondant étalé devant lui, prêt à bondir sur l'appât juteux de liquidités. Buffett et Munger décident de faire leur offre. Une guerre d'enchères s'engage avec une autre entreprise qui surveillait Wesco depuis un certain temps déjà. Buffett et Munger parviennent à convaincre Wesco de leur vendre leurs actions à la place. Wesco accepte. Cette nouvelle entraîne la chute de l'action Wesco, passant de 16 $ par action à 11 $. Ce serait une opportunité massive de profit pour tout capitaliste, plus ou moins. Mais Charlie et Warren veulent envoyer un signal à Wesco. Ils ont de bonnes intentions. Ils achètent l'action à 17 $ par action, renonçant à un bénéfice de 5 $ par action. Cet accord ne passe pas inaperçu dans les bureaux facilement effrayés de la Securities and Exchange Commission, et lorsque les marchés s'effondrent en 1973, les procureurs de la Securities and Exchange Commission veulent envoyer un signal au marché et s'assurer d'être particulièrement vigilants dans la surveillance des activités du marché. Un homme impitoyable, doté d'un œil aiguisé pour la tromperie, a repéré leurs transactions secrètes et il est prêt à faire d'eux un exemple.
Selon lui, la seule raison pour laquelle Buffett et Munger paieraient trop cher pour une affaire serait soit qu'ils cachent une activité illégale, soit qu'ils ne sont tout simplement pas intelligents. Et cette dernière option est hautement improbable. Leurs multiples fusions et acquisitions ne servent pas à la cause de Berkshire. Mais le plus grand atout de Berkshire Hathaway, c'est sa réputation. Les anciens collaborateurs de Buffett et Munger demandent à la Securities and Exchange Commission de laisser Berkshire Hathaway en paix. Finalement, les charges sont abandonnées. Comme Charlie l'a déjà dit, les entreprises fondées sur l'honnêteté dureront toujours plus longtemps que celles fondées sur la tromperie. Après ce défi, et avec le soutien total de la Securities and Exchange Commission, Berkshire Hathaway se lance dans une frénésie d'investissement, achetant des compagnies d'assurance, ce qui culmine avec l'achat de General Re pour 22 milliards de dollars en 1998. Mais c'est l'affaire Salomon Brothers qui menace de faire tomber leur empire. L'économie florissante des années 80 rend difficile pour Warren et Munger de trouver leur prochaine proie. Dans une telle économie, la plupart des actions sont surévaluées par rapport à leur valeur comptable, et pour une entreprise géante comme Berkshire Hathaway, trouver une société qui fera une réelle différence dans leur portefeuille devient une tâche ardue. C'est agréable d'ajouter 80 millions à 25 milliards, mais on ne peut pas se permettre de passer beaucoup de temps à faire cela. Salomon Brothers s'en sort très bien. Cette entreprise occupe une place particulière dans le cœur de Warren, car c'était la seule société prête à garantir ses prêts lorsqu'il essayait de redresser Geico. Bien que Salomon Brothers ne se porte pas mal en soi, Warren pense toujours qu'il y a plus de valeur à tirer de l'entreprise. Il les approche et demande une action privilégiée qui rapporterait 15% par an, avec comme seul risque la faillite. Salomon Brothers sait que l'investissement de Warren et Charlie dans leur société renforcera la confiance des investisseurs et fera monter leur action. Ils sont déjà très célèbres à Wall Street. Salomon Brothers a accepté. Quand Warren a investi dans Salomon, j'étais l'une des personnes, comme beaucoup d'autres, qui ont été assez étonnées parce qu'il avait adopté un ton très critique en parlant des banquiers d'investissement et de leur cupidité. Et voilà qu'il investissait dans l'une d'elles, Salomon Brothers, qui était connue pour faire partie du cercle. Et Charlie ne supportait pas ce qui s'y passait et n'aimait pas du tout la culture de l'entreprise. Et effectivement, cette affaire va ébranler leur empire jusqu'à la moelle, car les marchés sont sur le point de s'effondrer et la Securities and Exchange Commission a besoin d'un bouc émissaire pour calmer l'opinion publique. Des informations indépendantes, voici USA Tonight avec Brad Holbrook. Bonsoir, aujourd'hui c'est le lundi noir, le jour où le Dow Jones a chuté de plus de 500 points. Bonsoir, la bourse s'est effondrée aujourd'hui. Le Dow Jones Industrial, ainsi que tous les autres grands indices, ont battu des records dans une chute vertigineuse. Ceci est un moment de panique. Les gens paniquaient. Cette chute brutale résultait d'une panique des investisseurs. La panique résume ce qui s'est passé à Wall Street aujourd'hui. En ce jour fatidique désormais surnommé le lundi noir, les marchés s'effondrent. Des milliards de dollars s'évaporent dans la nature. Au milieu de cette frénésie, Warren et Munger saisissent l'occasion pour investir massivement dans des entreprises comme Coca-Cola et Gillette, au cas où l'action de Salomon Brothers s'effondrerait. Mais ce n'est pas le cas. En fait, leurs revenus continuent de grimper et la Securities and Exchange Commission le remarque. Ici NBC Nightly News, bonsoir. C'est le genre de scandale qui secoue Wall Street et soulève des questions. Salomon Brothers est enquêté par le Trésor, la Réserve fédérale, la Securities and Exchange Commission et la justice. Mais l'enjeu principal est l'impact de leurs actions sur la confiance du public et la crédibilité du marché américain à l'international. La Securities and Exchange Commission a découvert certaines opérations secrètes chez Salomon Brothers. Vous voyez, Salomon Brothers est une société d'investissement. Elle a commencé comme négociant en obligations d'État. Aujourd'hui, leur département des obligations est immense et représente la majeure partie de leurs bénéfices. Et en finance, lorsqu'il y a de gros profits, il y a généralement aussi un appétit pour le risque très élevé. Un trader d'obligations commet une erreur et manipule des options de négociation.
Malheureusement, la Securities and Exchange Commission le découvre et elle lance une guerre totale contre Salomon Brothers. Salomon a reconnu avoir dépassé une fois la limite de négociation sur les obligations d'État en achetant des titres pour un client non informé. Alors, pour sauver la face, la Securities and Exchange Commission de Salomon Brothers fait de nouveau appel aux deux hommes capables de les sauver. Si Warren et Charlie disent moi que l'entreprise est en bonne santé, peut-être, juste peut-être, que les autres investisseurs retrouveront confiance. Warren prend les devants. Et il ne déçoit pas. Il adopte une approche de génie. Au lieu de se battre contre la Securities and Exchange Commission, il les accueille à bras ouverts. J'ai dû convaincre le Trésor que ce qui avait été fait dans le passé était horrible et stupide. Mais ils avaient tout à fait le droit d'être furieux contre nous. Mais cette entreprise employait 8000 personnes et elle allait faire faillite à moins qu'ils ne nous laissent continuer, tout simplement. Il leur donne accès à chaque bureau, à chaque document et leur permet de passer la société au peigne fin. Fidèles à leur parole, ils trouvent immédiatement le trader d'obligations responsable des opérations criminelles. Il est aussitôt licencié, l'entreprise est redressée et la confiance du marché est largement rétablie. Berkshire Hathaway était déjà un important client de Salomon avant notre achat d'actions privilégiées et nous avons toujours reçu un service remarquable. Bien qu'il ne soit pas destiné à durer longtemps, un troisième crack est déjà en route. Et ce sera la mère de tous les crashs. Ce que nous savons maintenant, c'est que Wall Street peut entraîner Main Street dans sa chute et franchement, je vais vous dire que c'est un peu effrayant. Votre entreprise est maintenant en faillite, notre économie est en état de crise. Avez-vous trompé vos investisseurs? Je rappelle que vous êtes sous serment. La bulle immobilière a éclaté, provoquant la chute du secteur financier. Deux banques, Bear Stearns et Lehman Brothers, ont officiellement déclaré faillite. Lehman Brothers fait faillite. C'est JP Morgan Chase qui vient à la rescousse, alors que la banque d'investissement rivale Bear Stearns semblait se diriger vers la faillite. Le gouvernement américain a déclaré qu'il ne renflouerait pas Lehman, qui a annoncé la semaine dernière plus de 3,9 milliards de dollars de pertes. Goldman Sachs aurait été la troisième banque, mais 2 ans plus tôt, Berkshire Hathaway avait investi 5 milliards de dollars pour leurs actions privilégiées, suspendant ainsi leur crise. La plus grande compagnie d'assurance, American International Group, est également à l'agonie. Jamais le monde n'a autant eu besoin de Berkshire Hathaway qu'aujourd'hui. Le secrétaire au Trésor, Henry Hank Paulson, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter la crise imminente. Si rien n'est fait, les États-Unis pourraient sombrer dans une dépression plus grave que la Grande Dépression. Mais le matin suivant le crack, Hank reçoit un appel téléphonique important. Après avoir passé toute la nuit à chercher des solutions, il trouve cet appel agaçant. Il est loin de se douter que l'homme à l'autre bout du fil va littéralement sauver toute l'économie américaine. Warren Buffett révèle qu'au lieu que le gouvernement rachète les passifs non performants des banques pour restaurer la confiance du public, il devrait injecter du capital dans les banques en les renflouant essentiellement. Bien sûr, une nouvelle résistance du public. Le public en a assez que le gouvernement aide les milliardaires pour leurs erreurs. Et même si Charlie, Warren et leurs entreprises ne sont pas secourus, ils subissent les mêmes critiques que les autres institutions financières, valant plusieurs milliards de dollars. Et leurs conseils non sollicités au secrétaire du Trésor ne font qu'aggraver les choses. Cependant, le gouvernement l'emporte avec son plan de sauvetage des banques. Ces plans de sauvetage étaient essentiels pour sauver votre civilisation et vous permettre de résoudre les problèmes de logement, de prêts étudiants et autres difficultés. C'était nécessaire et nous avons eu la chance que les deux administrations soient aussi sages et audacieuses. Berkshire Hathaway profite de la crise pour investir massivement dans des entreprises en difficulté. En 2009, Berkshire Hathaway a pour la première fois investi tout son float, achetant et renflouant des entreprises fragiles. Certains pourraient dire que Berkshire est le diable déguisé, attendant de bondir sur des entreprises sans méfiance qui sont au bord de l'effondrement. D'autres pourraient se dire que leurs activités commerciales ont généré des centaines de millions de produits intérieurs bruts et ont sorti des gens de la pauvreté. Quoi que vous pensiez être vrai, n'enviez pas Charlie. L'autre chose que vous ne voulez jamais avoir, c'est l'envie. C'est le seul des péchés capitaux avec lequel vous n'allez jamais vous amuser du tout.
Avec sa stratégie d'investissement impitoyable, Berkshire Hathaway est devenue trop grande pour faire faillite et rien ne semble pouvoir arrêter leur domination. En fait, leur histoire ne fait que commencer. Si après avoir regardé cette vidéo, vous vous dites « Waouh, ce Charlie est vraiment un génie des maths », vous n'avez pas entendu parler de cet homme, celui qui domine la finance, un brillant professeur de mathématiques devenu star des fonds spéculatifs.